Sénégal waaw góor yéen kontaan gis naa seen taxawaay dem leen bu leen ragal waaw góor yéen kontaan yéen a ngi kër kër yi liggéey di ko matal waaw góor yéen man bég naa. Alors, bonjour Abdoul Mbaye. Bonjour, Monsieur Seigneur. Alors, Abdoul Mbaye, les Sénégalais ont connu votre papa avant de vous découvrir. Et votre papa disait à un certain moment de l'histoire du pays que les Sénégalais sont fatigués. Alors, sommes-nous toujours dans une telle situation aujourd'hui au Sénégal? Je le confirme, hein, et j'ai même utilisé une formule qui s'en inspire en disant, c'était déjà en fin d'année 2021, que les Sénégalais seront de plus en plus fatigués. Et malheureusement, les contextes se ressemblent parce que nous sommes entrés désormais en période d'ajustement structurel. Alors ça veut dire quoi l'ajustement structurel? Même s'il y a aujourd'hui d'autres termes qui sont utilisés pour justifier ou pour expliquer le recours au Fonds monétaire international. D'abord, la responsabilité d'un ajustement structurel, ça n'est pas celle du Fonds monétaire international. C'est la responsabilité d'une gouvernance qui a conduit à une nécessité d'ajustement. Et cette nécessité d'ajustement au Sénégal, elle apparaissait déjà il y a plus d'un an, parce que d'une part, nous étions dans un dérapage du déficit budgétaire, il se confirme, il s'est confirmé. Nous étions également dans une période de croissance vive de l'endettement extérieur, donc nous étions en train d'aller vers une limite objective de cet endettement. Et cela d'ailleurs, dès fin 2017, j'avais fait un texte prévenant de cette possibilité. Et nous sommes également dans une période d'inflation. Alors, on nous fait croire que ça correspond aussi à de la croissance économique. Ça, je ne le pense pas. Je crois très sincèrement que les chiffres de croissance économique sont faux. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il faut corriger tout ça, il faut ajuster tout ça, il faut réduire le déficit budgétaire, il faut réduire l'inflation, il faut ramener l'endettement dans des limites raisonnables pour se donner quand même un tampon à ce niveau-là. Et ça va se faire au prix d'une réduction de la demande. Ça va peser sur les consommateurs, sur le pouvoir d'achat des Sénégalais. Et ça va se faire malheureusement, compte tenu de la nature des mesures qui sont décidées, ça va se faire au prix aussi d'une réduction de l'offre parce que les entreprises vont souffrir. Alors, vous l'aviez dit, l'État a décidé de la suppression de certaines subventions en se pliant ainsi à un certain diktat du FMI. Vous l'auriez fait, vous, à la place de Macky Sall, cette suppression des subventions? Mais écoutez, très sincèrement, si j'avais été à la place de Macky Sall, on n'en serait pas arrivé là. C'est pourquoi j'insistais tout à l'heure en disant qu'il n'y a pas de diktat du FMI. Il y a une nécessité d'ajustement qui est, dans une certaine mesure, imposée par le seul bailleur qui vous reste. Parce que, hors le FMI, aujourd'hui, je ne vois pas qui va faire des prêts ou donner de l'argent au Sénégal. Souvent, d'ailleurs, c'est parce que le FMI est avec vous que ces possibilités sont ouvertes. Donc, c'est une mauvaise gouvernance, une malgouvernance qui a conduit à cette situation. Et les subventions, par exemple, parlons de celles de l'électricité, ce sont celles qui viennent tout de suite. Il est manifeste qu'il y a une mauvaise gestion de la Sénélec. Quand vous concevez une gestion politicienne d'une institution aussi sensible pour le développement du Sénégal, puisqu'elle porte la question du coût du facteur principal qui est celui de l'énergie dans la production économique, il y a un problème. On peut multiplier les exemples qui font constater que la Sénélec est quasiment la dernière vache à lait du régime en place. Et évidemment, une mauvaise gestion de la Sénélec conduit
à une nécessité d'augmenter les prix de l'électricité. Au début, on cache cela par des subventions, parce que politiquement, on considère que ce n'est pas faisable, mais au bout d'un moment, il faut céder, et à ce moment-là, on est obligé de mettre fin à une partie des subventions, et c'est ce qui se passe. Il y a déjà certains patrons, je veux dire, en fait, dans le privé, qui disent déjà que voilà, la hausse des prix de l'électricité va impacter un peu l'activité économique aussi avec les facteurs de production. Mais c'est exactement ce que je vous disais. Vous avez, avec ce genre de mesures, vous cassez définitivement une économie. Pourquoi? Parce que non seulement ça a une conséquence sur la demande, ça veut dire que ça réduit le pouvoir d'achat des ménages. Ça va réduire la consommation nationale. Ça va réduire les marchés des entreprises. Mais en même temps, vous mettez en cause l'offre. Ça veut dire que l'entreprise elle-même qui produit va se trouver dans des difficultés en raison du coût élevé de l'énergie. Elle va perdre de la compétitivité et ça va se traduire comment? Par une augmentation des prix ou par une économie de charge. Comment on les réalise, ces économies de charge? Par des licenciements. Donc vous allez avoir une grosse menace sur l'emploi et en particulier sur l'emploi formel. Donc il est tout à fait normal que les entreprises se plaignent. On en est arrivé à une situation où la demande et l'offre étant concernées, vous avez des plaintes de la part des consommateurs en raison de la baisse de leur pouvoir d'achat et de la part des entreprises en raison de leur difficulté de produire. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que ce sont des mesures qui ont un caractère vicieux, qui s'auto-entretiennent et qui créent un véritable blocage économique, ou en tout cas qui vous enferment dans une logique de fuite en avant, malheureusement dans le mauvais sens, en matière économique. Parce que, de toute façon, ces décisions auront des incidences sur une inflation que l'on cherche à réduire. Il y aura une augmentation des prix. Or, on cherche à réduire une augmentation des prix qui elle-même a justifié la mise en place de subventions. Vous enlevez les subventions et vous augmentez les prix d'électricité, en même temps vous augmentez les prix des différents produits, donc vous alimentez l'inflation, on ne s'en sort plus. Ils sont en impasse et ils le resteront malheureusement parce que tout ce qui pouvait servir de tampon en termes d'endettement possible, en termes de déficit budgétaire à creuser un peu, n'existe plus, il n'y a plus de marge de manœuvre, ça va être une catastrophe pour les Sénégalaises et les Sénégalais. Mais n'est-ce pas un peu paradoxal quand l'État essaie de baisser les prix du riz, de l'huile et voilà, de certaines denrées alimentaires, au même moment augmenter les prix de l'électricité, du carburant et autres? Est-ce que ce n'est pas un peu antinomique aussi? Bon, c'est très antinomique, sauf que peut-être quand ils augmentent certains prix, ils peuvent le faire de manière discriminatoire pour que ça ne touche pas trop les revenus les plus faibles. Mais c'est de toute façon antinomique, parce qu'au bout du compte, vous faites bien de le souligner, quand on augmente le prix de l'énergie, quand on augmente le prix de l'électricité, on donne une poussée inflationniste à tout ce qui est produit au sein d'une économie. Et à ce moment-là, tout le monde va en souffrir. Donc, on réduit les subventions, certes, c'est ce que je disais, en augmentant, en donnant un coup de fouet à l'augmentation des prix. Or, l'augmentation des prix justifiait la mise en place de subventions, donc on est dans un cercle vicieux dont on ne se sortira plus. Et dans son fameux discours, le juge Kebambaï pointait aussi du doigt la déchéance de l'éthique, surtout au sein de l'élite politique sénégalaise. Aujourd'hui, on parle beaucoup de détournement à travers les rapports de la Cour des comptes. On parle beaucoup aussi de troisième mandat. Est-ce que vous pensez que ce thème est toujours aussi prégnant au Sénégal, la question de l'éthique, surtout des hommes politiques? Écoutez, vous avez un système. Un système entretenu par les politiques. Donc un système politique qui détermine la superstructure administrative, étatique, etc.,
qui est basée sur la malgouvernance. C'est-à-dire que vous avez des politiciens, c'est comme ça qu'on peut les appeler, ce ne sont certainement pas des hommes ou des femmes politiques, des politiciens qui arrivent au pouvoir avec l'objectif de s'enrichir personnellement, de profiter de leurs fonctions pour s'enrichir, et évidemment, puisqu'ils n'en créent pas de richesse, aux dépens de la richesse nationale. Et ça crée là également des conditions qui vont finir par être difficiles sur le plan économique. C'est ce que nous vivons depuis quelques années. C'est ce que nous allons vivre de manière de plus en plus forte et tendue en 2023. Et tant que nous n'aurons pas changé notre manière de faire la politique, tant que nous n'aurons pas introduit de l'éthique dans notre manière de faire la politique, le refus de renoncement au vol, parce que c'est du vol, au bien d'autrui, au bien public, eh bien, nous resterons dans une dynamique qui ne nous permettra pas de sortir le Sénégal de ses difficultés, de sortir les Sénégalais de leurs difficultés. Et c'est pourquoi le juge Kebambaye à l'époque, que vous le rappeliez, non seulement appelait à l'éthique, mais prévenait. Prévenait. Si nous continuons comme nous le faisons actuellement, eh bien, à ce moment-là, je ne serai peut-être plus de ce monde, disait-il, mais vous direz, le père Kebambaye avait raison. C'est pourquoi nous avons décidé de nous engager en politique, mais avec le projet d'introduire deux notions essentielles au développement du pays, à la restauration de tout ce qui a été perturbé, déséquilibré par les politiciens, l'éthique et l'importance à donner au travail. Alors, Abdoul Mbaye, vous avez été le premier chef de gouvernement de Macky Sall. Comment Macky Sall vous a contacté pour faire de vous son premier ministre? Bon, on ne peut pas parler du contact par lequel il me fait la proposition sans évoquer la petite période qui l'a précédé. Bon, je dois dire que moi-même, j'étais assez loin de toute question politique, mais j'avais quand même décidé, fin 2011, de soutenir un homme politique porteur d'un programme de qualité. Et lorsque j'ai étudié tout ce que proposaient les hommes politiques en compétition pour l'élection de 2012, j'ai retenu d'apporter mon soutien à Macky Sall, avec son programme de New York côté. Bon, c'est vrai, je ne me suis pas trop souvenu de toutes ses responsabilités dans la gestion précédente, mais au moins, il y avait eu une rupture et il avait décidé d'apporter autre chose, de faire autre chose. Et j'y ai cru, donc je l'ai soutenu de différentes manières. C'est comme ça qu'on s'est un peu rapproché. J'ai même été, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le modérateur de la rencontre avec les forces vives de la nation qui avait été organisée à l'hôtel Terroubi. Et bon, mais moi, j'intervenais sans jamais penser en retirer quelque fonction que ce soit ou quelques bénéfices que ce soit. Et après avoir été élu, il m'a surpris d'ailleurs en me proposant les fonctions de Premier ministre à ses côtés. Et après la nomination, il y a eu la rupture. Quelle était la cause véritable de cette rupture-là? Non, il n'y a pas eu de rupture à proprement parler, il y a eu simplement une fin de fonction. Parce que quand vous êtes Premier ministre, vous êtes dans une fonction précaire. Quand le président considère qu'il doit changer de Premier ministre, il vous remercie, et puis vos relations, en tout cas c'est ma conception de la fonction, vos relations doivent rester ce qu'elles étaient. Donc, en septembre 2013, il a considéré qu'on allait vers des élections locales, donc politiques. Je n'étais pas politique, je n'étais pas membre du parti, je n'étais pas membre de Benno Bokk Yakaar. Je n'étais pas encarté au niveau de quelques partis que ce fut. Et il m'a expliqué qu'il allait vers une échéance politique et qu'il avait besoin d'un gouvernement remanié pour ce projet.
aucun problème. Je l'ai remercié Mm. de la confiance. Mm. Il a quand même insisté sur la qualité du travail que j'avais accompli avec Mhm. l'équipe Mhm. dont j'assurais la coordination. Mhm. Et on s'est quitté en de très bons termes. Hein. J'ai Mm. continué à lui rendre visite et Mm. j'ai même créé un club de réflexion pour Mm. mettre à sa disposition des recommandations portant sur des thèmes qui intéressaient le Sénégal et l'intéressaient lui plus particulièrement. Alors, comment se porte l'ACT aujourd'hui, votre parti? Alors, l'Alliance pour la citoyenneté et le travail continue son petit bonhomme de chemin. Mm. C'est un parti jeune, créé en 2016, Mm. qui considère que la politique, le cœur de la politique doit être la citoyenneté. Sa devise, c'est travail, éthique, espoir. Donc, il faut du travail, on en parlait tout à l'heure, il faut l'éthique pour que l'espoir d'un Sénégal meilleur puisse naître. Et nous faisons notre petit bonhomme de chemin. Alors, on a un petit parti, donc on est comme tous les, même comme les grands partis, on participe aux élections dans le cadre d'alliances. Là, nous nous rendons quand même, nous allons vers une élection particulière, c'est celle de l'élection présidentielle. Là, par contre, vous n'y allez pas en coalition, vous y allez avec un candidat et des soutiens, sous forme de coalition ou de mouvement de soutien. Donc, le parti est en train de préparer cette échéance. Si jamais nous avons les moyens de mener une bonne campagne, on est en train d'y réfléchir. Évidemment, le parti aura son candidat, et c'est ce à quoi nous travaillons aujourd'hui. Mais vous avez-vous envie d'être candidat? Est-ce que vous serez candidat à Bombay? Ah, c'est une question qui revient souvent en cette période d'annonce de candidature. Ouais. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons une procédure à l'intérieur de notre parti. Nous l'avons définie au Conseil national élargi. Et cette procédure passe par un recueil de candidatures à l'intérieur même du parti. Donc, cette procédure a été ouverte. Les candidatures vont être constatées, compilées, et à fin mars, mi-mars, le délai limite c'est le 18 mars, donc fin mars, le bureau politique choisira le candidat considéré comme étant le meilleur pour porter les couleurs de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail. Alors, ce que je peux vous dire par contre, c'est que je suis effectivement candidat à la candidature à l'intérieur de mon parti. Alors, le garde des Sceaux, lui, nous dit que si Macky Sall ou bien l'APR vendait 3 millions de cartes, Macky Sall sera candidat à la présidentielle, c'est-à-dire une troisième candidature. Selon vous, comment vous déjà vous décryptez cela, ces propos de Ismaïla Madior Fall? Écoutez, personnellement, je trouve que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Un ministre de la Justice, de surcroît, agrégé en droit public, je crois. Hein, parce qu'on finit par douter de certains diplômes. Ben, c'est incroyable. Ça veut dire que il veut faire quitter au Sénégal le domaine du droit, donc de la justice, donc la responsabilité, pour nous amener sur un autre domaine qui rejette et le droit et la démocratie. Parce que s'il avait encore dit, dans le cadre d'un vote parallèle, genre ce qui est organisé dans les pays occidentaux où il y a des primaires. Dans le cadre d'une primaire, une majorité du corps électoral sénégalais a choisi Macky Sall pour qu'il soit candidat. Peut-être, on aurait pu s'interroger. Mais vente de cartes de parti, et ça et encore 2 millions, c'est le montant qu'il a donné, ça ne crée même pas une majorité, donc une minorité dans un parti, donc des partisans, et dans un cadre non contrôlé, non surveillé, décide de violer du viol de la loi. Non, c'est incroyable. Alors j'ai bien aimé d'ailleurs cette formule du constitutionnaliste émérite que le professeur Kader Boye. Il dit, mais
Et je crois que ça s'adresse non seulement à ce monsieur, Mhm. mais également à d'autres juristes qui soutiennent la thèse selon laquelle il a le droit de déposer un dossier, Mhm. le Macky Sall. Il a le droit de déposer son dossier de candidature, Mhm. charge au Conseil constitutionnel de rejeter ou pas. Mhm. Il dit, mais c'est une très belle image. Le professeur Kader Boy dit, mais peut-on concevoir Mhm. de faire composter un faux ticket pour aller prendre le train? Vraiment, il faut que l'on, Mhm. il faut quand même que l'on retrouve notre tête dans ce Mhm. pays. Mhm. Il faut que l'on retrouve notre intelligence. Mhm. Il faut que l'on retrouve notre dignité. Mhm. Il faut que l'on ne s'expose pas aux railleries des autres Africains et du monde. Parce que le Sénégal, quand même, a été un modèle de démocratie, a été un pays de droit. Il y a tant de choses qui ont quitté le Sénégal, quand je dis quitter le Sénégal, qui sont sorties d'intelligence des Sénégalais pour être au service de l'Afrique et du monde. Je vais parler de droits droits de l'homme et des peuples d'Afrique, le tribunal arbitral du TAS, etc. On n'est pas n'importe qui au Sénégal. Il faut que ces gens-là respectent notre pays, respectent le peuple du Sénégal. Quand je dis le peuple du Sénégal, c'est non seulement ceux auxquels ils s'adressent aujourd'hui, mais également aux Sénégalais de demain, à notre jeunesse, à ceux qui vont naître. Pour vous, la question d'une troisième candidature ne se pose même pas. Macky Sall n'en a pas droit. Écoutez, il n'y a pas droit. Il suffit de l'écouter lui-même. Ça veut dire que Macky Sall a donné tous les arguments qui sont contre le principe d'un troisième mandat. Il l'a dit, redit plusieurs fois. Il y a une seule hypothèse à retenir, et c'est même pas possible parce qu'il y a du texte. Il y a du texte constitutionnel. Il faut d'ailleurs relire ce qu'en dit Kader Boye, le professeur Kader Boye. Ça, on peut pas. C'est pas possible. Il n'y a pas d'interprétation possible. Parce qu'il y a de la jurisprudence, il y a du texte, il y a de la jurisprudence. On ne peut pas s'en sortir. Mais même quand vous mettez ça de côté, ça veut dire que Macky Sall est en train de nous dire « Je vous ai trompé. Et j'ai fait exprès de vous tromper lorsque je vous ai appelé au référendum de 2016. Parce que je vous ai appelé à un référendum qui ajoutait à la limite des mandats à 2, pas remis en question, le fait de les ramener à 5 et également de rendre intangibles ces nouvelles dispositions, ça veut dire pour que ça ne puisse plus jamais être changé. Et il dit, ah non, c'est pas ça, c'était pas ça, vous avez mal compris. Il l'a d'ailleurs confirmé après le vote, il l'a confirmé après sa dernière élection, et aujourd'hui il veut nous faire croire le contraire. C'est-à-dire qu'il nous a appelés à voter en disant je les trompe. Mais il s'est enfermé dans une logique implacable qui est celle du droit et de la jurisprudence. Il n'y a plus de place à l'interprétation. Et comment les Sénégalais peuvent-ils encore avoir confiance en une personne de cette nature? Quel est l'engagement qu'il va prendre pendant la campagne auquel les Sénégalais pourront croire? Mais on a un sérieux problème aujourd'hui. Il a un sérieux problème. Moi, je ne sais pas comment résonne ce genre de politiciens, mais bon, peut-être que c'est ça leur conception de la politique. Comment, quand on dit, ne serait-ce que je vais poursuivre les infrastructures, la réalisation d'infrastructures, à qui va-t-il le dire qui pourrait le croire? Et mieux, concernant les infrastructures, je prends cet exemple, il est bon, lui-même a dit, on n'apprécie pas un président de la République aux infrastructures qu'il réalise. Il l'a dit en donnant comme bon exemple Abdou Diouf, en donnant comme bon exemple Mandela. J'avoue que je suis un peu dérouté face à ce personnage et à cette personnalité. C'est trop loin de ce que je sais, de ce que j'ai appris, de ce qu'on m'a enseigné. Voilà, je ne comprends pas. Alors, Ousmane Sonko, lui, il a déjà déclaré sa candidature ou sa candidature à la candidature. Mais récemment, en décembre, vous disiez Ousmane Sonko n'est pas mon leader dans l'opposition. Certains de ses partisans parlent de jalousie. Alors, est-ce que c'est ça, vous? Est-ce que vous me voyez jaloux de monsieur Ousmane Sonko? Je ne vois pas sur quels critères je peux me placer pour
pour être jaloux. Non, il n'est pas mon leader parce qu'il n'est pas mon leader. Je suis chef d'un parti dont il n'est pas le leader. J'ai été, parce que la coalition n'existe plus, j'ai été membre d'une coalition dont il n'était pas le leader. Je suis au sein de l'opposition, il est peut-être leader d'une partie de l'opposition, mais ça concerne la partie de l'opposition dont il est le leader. S'il considère qu'il est le leader de Serigne Moustapha Sy, ça le regarde lui et Serigne Moustapha Sy ou Khalifa Sall, mais moi ça me regarde pas. Je ne reconnais pas à l'intérieur de l'opposition quelqu'un qui soit mon leader. Moi, je suis le chef d'un parti. Les membres de mon parti me considèrent comme leur leader, mais je n'ai pas un leader de l'opposition auquel je fais allégeance. C'est vraiment... Bon, c'est vrai qu'à chaque fois, vous avez des arguments qui sortent, vous vous demandez d'où ça vient, mais très sincèrement, personnellement, je ne vois pas en quoi je serais... On n'est d'ailleurs pas sur les mêmes longueurs d'onde. Vous savez, moi, je fais de la politique avec comme objectif premier d'éveiller les consciences. Moi, je ne triche pas, je ne fais pas du populisme, je ne dis pas aux gens ce qu'ils veulent entendre, je ne veux pas dire sortons du franc CFA parce que je n'y crois pas et puis ça va créer des difficultés énormes. Par contre, je dis sortons la France du franc CFA parce que ça n'a pas de raison d'être, ça c'est évident. Et j'explique pourquoi. Recherchons notre souveraineté monétaire parce que nous en avons besoin, mais également recherchons nos souverainetés au plan de la sécurité parce qu'elle n'est pas suffisante, au plan de la production alimentaire parce qu'elle n'est pas suffisante. Donc je suis dans des démarches qui ne sont pas des démarches c'est des démarches qui visent le long terme. Je ne suis pas là pour être chef, pour être leader, pour être président. Non, je suis là parce que j'ai pris conscience du fait que la politique faisait beaucoup de tort à notre pays. Vous le rappeliez tout à l'heure, le juge Kebeba nous avait averti qu'il nous faut une autre manière de faire de la politique. Il faut de la politique avec de l'éthique, de la politique qui donne une valeur toute particulière au travail. Bon. C'est ça la forme de mon leadership. Alors qui n'est pas d'accord avec moi, qu'il le dise, et puis on verra bien. Mais en tout cas, sur le long terme, c'est ça mon projet, éveiller les consciences sur cette nécessité et les amener à mieux choisir nos dirigeants qui sont responsables ensuite de la gouvernance de ce pays. Alors, si vous étiez élu président en 2024, qu'est-ce que vous apporteriez ou qu'est-ce que vous feriez différemment de Macky Sall? Bon, écoutez, d'abord, la première des choses à faire dans ce pays, c'est de réformer le dispositif institutionnel. Si je puis me comparer à Macky Sall, c'est quelqu'un qui profite au maximum, et au-delà de ce maximum, il profite au maximum de ce que la Constitution lui permet. Et qui, dans une certaine mesure, ne respecte pas le serment qu'il a pris, parce qu'il a pris le serment de respecter devant Dieu et la nation, de respecter la loi. On parlait tout à l'heure du débat du troisième mandat. Sur le troisième mandat, il est déjà dans une démarche de non-respect, en tout cas, ou de non-confirmation du respect. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui ont été faites, notamment le détournement du puits de pétrole au large de la frontière sénégalo-mauritanienne, qui entre dans ce cadre. Le premier objectif sera de réformer le dispositif institutionnel pour non seulement réduire le pouvoir du président de la République, mais également introduire une forte redevabilité. Parce qu'aujourd'hui, on a un président de la République qui est maître de tout, qui fait tout, qui donne des instructions à la justice, tel ou tel, à certains juges en tout cas, pas à toute la justice quand même, il faut s'en féliciter, et qui n'est redevable de rien, qui annonce qu'il met le coude sur des dossiers, donc il enfreint la bonne marche de la justice, etc. etc. Donc là, on a un sérieux problème au niveau de notre Constitution, il faut modifier les prérogatives
les laisser réduire, d'ailleurs dans le sens d'une réduction, Mm. les prérogatives du président de la République et accroître la redevabilité et les Mm. possibilités de poursuite Mm. contre un président de la République qui ne respecte pas la loi, tout simplement. Mm. Il faut aussi renforcer les pouvoirs de l'Assemblée nationale pour lui permettre d'exercer totalement son œuvre de contrôle de l'action de l'exécutif. Mm. Il faut restaurer l'indépendance de la justice en créant des frontières étanches entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. On a des modèles au niveau mondial qui sont disponibles, on va s'en inspirer, on a déjà rédigé tout un programme sur ça. Et évidemment, il faut également s'acheminer vers la restauration d'une administration et de qualité et neutre. Mm. Parce qu'aujourd'hui, je ne vous apprends rien, hein, quand vous n'êtes pas APR ou un petit peu Benno Bokk Yakaar, vous ne pouvez pas accéder à certaines hautes fonctions. On a une administration qui a été mise au service du parti de Macky Sall. Sur le plan économique, disons pour vraiment parler très, très rapidement, il faut redonner une très grande importance à la production agricole et à sa transformation. Parce que nous parlions tout à l'heure de la réduction du pouvoir d'achat des Sénégalais. C'est vrai, on évoque l'inflation, mais il faut savoir que l'inflation sur les produits locaux est plus importante que celle sur les produits importés. Pourquoi? Parce que tout ce qui est rare est cher. Il n'y a plus suffisamment de production de mil, il n'y a plus suffisamment de production de maïs, il n'y en a jamais eu. Il n'y a plus suffisamment de production d'arachide, malgré des fausses statistiques qui créent des records chaque année. Donc, il est absolument indispensable de donner une nouvelle importance à l'agriculture qui permet non seulement de combattre la pauvreté dans les campagnes, et c'est là qu'il y a l'extrême pauvreté, mais également d'alimenter les villes à des prix raisonnables. Vous avez également une industrie à remettre en route, mais dans une logique totalement différente à celle qui est aujourd'hui celle du régime et des dernières années au Sénégal. On construit une industrie d'émergence à partir d'un artisanat que l'on soutient, que l'on organise, que l'on développe, que l'on transforme en semi-manufacture, puis ensuite en industrie. Donc ça, c'est pour juste brosser à grands traits quelques pistes importantes d'un programme qui existe déjà et qui a été présenté en septembre 2018, qui est aujourd'hui en cours de réécriture et de mise à jour. Alors, votre dernier mot, M. Abdoul Mbaye? Écoutez, c'est bien de terminer sur une note joyeuse mais surtout en ce début d'année. Donc, peut-être que j'aurais dû commencer par cela d'ailleurs. Je pense que ce sont des vœux de paix, d'abord, de santé, de réussite et de progrès à l'ensemble des Sénégalais. Mais cela ne m'empêche pas de dire la vérité. Et la vérité, malheureusement, c'est ce par quoi nous avons commencé. La vérité est que les Sénégalais seront de plus en plus fatigués du fait d'une mauvaise gouvernance, du fait d'une malgouvernance. Et je voudrais lancer un appel solennel à ceux qui sont les auteurs, les fauteurs de cette malgouvernance. Nous en sommes à un stade où il faut rester dans le respect du droit et de la justice. Parce que dans l'histoire des nations, les périodes les plus difficiles, qui se sont achevées par des explosions, sont nées de moments de peine, de souffrance économique, auxquels s'ajoutaient des incidents, parfois mineurs, mais qui traduisaient, qui symbolisaient l'existence d'une absence de droit, de justice, qui symbolisait le règne de l'injustice. Il est essentiel aujourd'hui, au stade où se situe le Sénégal, sur le plan économique, avec une situation économique qui va empirer, quoi qu'il puisse en dire. Il est important d'éviter l'injustice, il est important de rester dans le droit et la justice, il est important également que le peu disponible
rendu disponible par l'économie, Mhm. par le budget du Sénégal, Mhm. que tous les Sénégalais aient la claire conscience qu'il y a une répartition équitable Mhm. et que la souffrance économique est partagée, mais qu'il n'y a pas à la tête des personnes qui s'en donnent un cœur joie, qui sont dans la bombance, Mhm. les gens d'en haut qui profitent au maximum encore du peu disponible. On a vu ce qui s'est passé avec les fonds Covid, Mhm. et en bas, des personnes sur lesquelles pèse l'ajustement et seulement sur elles. Mhm. Parce que cet ajustement est indispensable, il est nécessaire, mais il ne faut pas, surtout pas, que ce sentiment d'injustice économique et sociale s'ajoute à de l'injustice par le droit non respecté et à de la souffrance économique non partagée. Mhm. Merci beaucoup, Abdoul Mbaye. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci.